Très bien. Alors, du coup, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Donc, comme vous le voyez, on va aborder différentes questions pour aujourd'hui. Donc, pourquoi, quand et comment parler de ma situation de handicap dans le cadre d'une recherche de stage ou d'emploi? Donc là, juste, on se présente rapidement. Donc, pour ma part, je suis Laurie Prévota, psychologue spécialisée en neuropsychologie et je suis accompagnée de deux collègues pour aujourd'hui. Donc, Alors moi, je m'appelle Canel Cussler, je suis également psychologue spécialisée en neuropsychologie. Bonjour, Nathalie Mélis, je suis conseillère professionnelle de proximité spécialisée dans les troubles cognitifs. et donc, nous travaillons toutes les trois au sein de l'association FIMECO qui vise à favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi, il me fait rire, auprès de personnes en situation de handicap cognitif. Alors, c'est moi qui vais commencer. Hop. Donc, pour le sommaire, pour aujourd'hui, du coup, on a décomposé en trois parties, avec la première partie, pourquoi parler de sa situation de handicap. La deuxième partie, quand parler de sa situation de handicap lors de l'entretien, donc à quel moment. Et la troisième partie, comment aborder sa situation de handicap lors d'un entretien d'embauche. Alors, juste en introduction, on a voulu introduire en mettant quelques idées reçues, parce que du coup, c'est une question qu'on rencontre fréquemment, nous, dans le cadre de notre activité au sein de l'association FIMECO, puisqu'on est spécialisé dans le handicap cognitif et donc dans le handicap invisible. Et donc, on est souvent confronté à certaines idées reçues, comme par exemple, je ne me considère pas comme handicapé, mes difficultés sont provisoires, cela ne sert à rien d'en parler. Je ne peux parler de la fatigue cognitive car on ne pourra rien faire. Je vois pas du coup sur le côté. C'est vrai. C'est pas pratique, je vois pas parce qu'il y a la caméra. Attendez, juste hop, je descends. Donc je n'ai pas envie que tout le monde soit au courant de mes difficultés. Je pense que les autres vont penser que j'en rajoute si je parle de ma RQTH. Et si je parle de ma situation de handicap, je vais devoir faire face tout seul. Donc là, c'est des exemples d'idées reçues. Et du coup, au fur et à mesure de ce webinaire, on va essayer d'y apporter des réponses. Donc, pourquoi en première partie parler de sa situation de handicap en entretien? Alors, quelques informations générales pour commencer. Alors, il faut savoir qu'à peu près un salarié sur deux sera confronté au handicap de façon temporaire ou permanente au cours de sa vie active. Donc, la situation de handicap peut être en effet temporaire, par exemple pour compenser les incidences d'un traitement, ou alors un handicap qui sera présent de façon permanente suite à une maladie, une pathologie. Il faut savoir aussi que 80% des situations de handicap concernent un handicap invisible, soit 4 personnes sur 5. Et donc, nous, dans le cadre de l'association FIMECO, on est dans le cadre du handicap invisible avec le handicap cognitif et on est souvent confronté à des bénéficiaires qui se posent la question, est-ce que je parle de ma situation de handicap et comment j'en parle? Juste pour information également, donc la RQTH est une reconnaissance administrative du handicap pour bénéficier de certains droits. Donc, c'est une démarche qui est libre et personnelle et elle permet de prendre en compte le handicap dans l'environnement professionnel. Donc, comme vous pouvez le voir là sur l'image, on a donc un individu avec ses caractéristiques propres, ses compétences, ses limitations. On a l'environnement de travail avec les différentes tâches à exécuter, des moyens, des outils, un collectif, et c'est l'interaction entre les deux qui va générer une situation de handicap au travail. Donc finalement, une personne qui est en situation de handicap sur un poste pourrait ne pas être en situation de handicap sur un autre poste qui ne solliciterait pas ces limitations. Donc au niveau de la loi, alors que dit la loi? Comme je viens de le dire juste avant, c'est une démarche et un choix personnel et confidentiel. Donc, toute personne a le droit donc, de faire sa reconnaissance RQTH et la personne n'est pas dans l'obligation d'en informer son employeur, son collectif de travail. Ce n'est pas obligé également de le noter, par exemple, sur le CV, la lettre de motivation. On va par la suite dire pourquoi il est intéressant d'en parler. Par la suite aussi, les entreprises ont une obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Si elles ne respectent pas cette obligation, ben, ils versent une taxe. Et il y a aussi des principes, notamment les principes de non-discrimination, d'égalité de traitement. En effet, à compétence égale, l'employeur ne peut pas refuser une candidature pour le motif de handicap et aussi le salarié ne peut pas se voir sanctionné ou par exemple rompre une période d'essai pour ce motif. L'égalité de traitement qui vise à compenser du coup les incidences du handicap dans l'environnement de travail.
Donc, l'employeur se doit de rendre accessible l'emploi et les conditions de travail, et ça ne se résume pas seulement aux normes du bâti, mais également aux conditions et aux outils de l'environnement de travail par rapport à cette égalité de traitement. Donc, du coup, pourquoi nous, on recommande de parler de sa RQTH lors d'un entretien? Tout d'abord, ça permet d'instaurer un climat de confiance auprès de l'employeur. Ça permet d'ouvrir la communication, de réfléchir ensemble à des moyens de compensation, à des solutions. Et on verra en troisième partie de comment parler justement de ces difficultés. Ça permet également de limiter les interprétations et les représentations. Autrement dit, parfois les incompréhensions, les quiproquos, les jugements par rapport à l'employeur, par rapport au collectif de travail. Ça permet également d'accéder à des dispositifs spécifiques et des aides financières. Donc, parler de CRQTH permet de bénéficier d'appuis experts, par exemple tels que le Cap Emploi, la GFIP ou FIMECO, des prestataires qui sont spécialisés dans un handicap précis, pour sécuriser le parcours professionnel et mettre en œuvre donc des aménagements de poste, par exemple. Ça permet également de prévenir une situation de rupture, puisque si la personne ne parle pas de sa situation de handicap, elle risque de surcompenser ses difficultés, ce qui peut générer sur le long terme une fatigabilité, un mal-être, voire un burn-out. Et il faut savoir que la surcompensation du handicap ne concerne pas que le salarié, mais ça peut concerner le collectif de travail et l'entreprise dans sa globalité, puisqu'elle serait peut-être amenée à compenser à elle seule les incidences de la situation de handicap, ce qui peut générer donc des difficultés par la suite. Et donc finalement, on peut se dire, quel risque? Alors, non de l'employeur, mais finalement, ça permet aussi de se poser la question de savoir si l'employeur est bienveillant, puisqu'on vient de voir juste avant par rapport aux droits et les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement. Donc, pour terminer sur cette partie, si je reviens un petit peu sur mes idées reçues, sur l'idée reçue, par exemple, je ne me considère pas comme handicapée. C'est de voir la situation de handicap qui est dépendante de l'environnement de travail. Ou alors mes difficultés sont provisoires. Cela ne sert à rien d'en parler. C'est de comprendre qu'on peut bénéficier d'un accompagnement et d'aménagement qui soit tout aussi temporaire. Je n'ai pas envie que tout le monde soit au courant de mes difficultés. Comme on vient de le dire juste avant, on a le droit, et c'est la loi, d'en informer seulement la médecine du travail ou son employeur. Je pense que les autres vont penser que j'en rajoute si je parle de ma RQTH. En parler permet du coup de comprendre et au contraire de diminuer les interprétations et les fausses croyances. Par exemple, la personne simule. Je ne peux pas parler de la fatigue cognitive car on ne pourra rien faire. On peut justement demander des aménagements tels que des pauses régulières et cela permet aussi d'éviter les représentations de collègues. Par exemple, il traîne pendant les pauses ou il est souvent absent. Et si je parle de ma situation de handicap, je vais devoir faire face seule. Et comme on l'a dit juste avant, ça permet de bénéficier d'appuis experts. Donc, c'est intéressant d'en parler. Donc, pour la suite, c'est ma collègue qui va prendre le relais. À quel moment parler de sa situation de handicap? Alors, Laurie vient de nous expliquer les raisons pour lesquelles nous vous invitons à parler de votre situation de handicap en entretien. Maintenant, nous allons voir à quel moment le faire. Donc, une étape indispensable avant de parler du jour J va être la préparation. Comment vous allez vous préparer à cet entretien avant de vous y rendre. Donc, dans un premier temps, on vous invite à vérifier donc l'offre d'emploi, les compétences. Peut-être sur un projet de reconversion, vérifier les compétences transverses que vous allez pouvoir transférer sur ce nouveau poste. En tout cas, cibler celles qui sont importantes pour l'employeur et pour vous, celles que vous souhaitez mettre en exergue, parce que vous n'allez pas refaire le CV le jour de l'entretien. La deuxième chose qu'on vous incite à faire, donc, ça va être des recherches sur l'entreprise. Ça va être important de vérifier quelles sont les valeurs que véhicule l'entreprise, par exemple, quelles sont les conditions de travail généralement adoptées, quels sont les profils qui sont présents sur la structure, où elle est située. Tout ça, en tout cas, entre la vérification des compétences et les recherches sur l'entreprise,
Ça va être des éléments grâce auxquels vous allez pouvoir constituer un argumentaire. Et ça fait partie aussi de la préparation. Parce que si vous arrivez le jour J avec déjà, si vous voulez, un argumentaire prévu pour répondre à la question «Parlez-moi de vous» ou bien «Quel est votre parcours professionnel?», vous aurez déjà préparé. Et donc, ça permet peut-être de diminuer un petit peu le stress et de prendre en compte d'être acteur dans cet entretien. Et puis aussi de réfléchir, bien sûr, aux questions que vont vous poser les employeurs et que vous allez poser vous à l'employeur. Donc, une fois que vous êtes bien préparé, juste un petit rappel sur les compétences pour ceux et celles pour lesquels ce terme est un peu compliqué. Donc, une compétence, elle est constituée de savoir, donc des connaissances théoriques, des savoirs appris à l'école ou en tout cas des savoirs. Le savoir-faire, ça va être comment vous mettez en place ces savoirs sur une situation précise, quelles sont les tâches que vous avez l'habitude de réaliser, ce que vous savez faire. Et puis le savoir-être, donc on parle là des capacités, des qualités personnelles. Aujourd'hui, il y a un mot à la mode sur les soft skills. Mais venons-en, entrons dans le vif du sujet. Comment se déroule généralement un entretien? Alors nous, on vous propose de le décomposer en 2 temps. Le premier, c'est aussi vous positionner. Voilà. Ce qui me représente, est-ce que c'est ma situation de handicap ou bien ce sont mes compétences, celles que je vais pouvoir apporter à l'entreprise, celles qui répondent en fait à l'offre d'emploi, ou bien c'est ma situation de handicap? J'avoue que la réponse là, celle que nous, on donne évidemment, c'est que l'employeur s'attend à avoir quelqu'un qui répond aux compétences qu'il a proposées sur l'offre. Et effectivement, ce n'est pas la situation de handicap qui va vous définir parce que, encore une fois, le mot situation est important. Hein. Peut-être que sur une telle situation, vous ne serez pas en difficulté. Donc, la chose la plus importante, c'est vraiment de réfléchir, voilà, d'avoir cette analyse réflexive et vous dire, bon, voilà, ce qui me représente aujourd'hui, je viens comme quelqu'un de compétent. Donc, nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est de composer cet entretien d'embauche en 2 temps. Dans un premier temps, mobiliser cet argumentaire que vous aurez préparé. Donc, je vais un peu plus dans le détail sur l'argumentaire. Je le décompose généralement en 3 petites phrases, en fait, ou 4, 5, comme vous voulez, mais en tout cas, au moins peut-être 1 ou 2 phrases sur l'attrait de l'offre, l'attrait de l'entreprise. Donc, vous allez rechercher des entreprises et vous allez expliquer à l'employeur, voilà, moi, je me positionne sur cette offre parce que par exemple, les valeurs que vous véhiculez correspondent totalement à mes attentes professionnelles, par exemple. En tout cas, montrer l'attrait. Parce que pour l'employeur, en fait, déjà, c'est flatteur hein, d'aller chercher des informations sur l'entreprise, les missions, les valeurs, et savoir les expliquer, d'une part. Mais c'est aussi important parce qu'il va montrer que ce n'est pas une offre parmi tant d'autres, en fait. Aujourd'hui, vous vous positionnez sur son entreprise. Voilà. D'accord? Et ça, c'est très, très important pour l'employeur, je pense. Et puis, il va montrer que vous avez de l'intérêt et vous avez fait un travail en amont. Donc déjà, on a déjà une idée de comment vous présenter. La deuxième petite partie de votre argumentaire, c'est peut-être, voilà, vous avez travaillé, préparé beaucoup, le travail sur les compétences. C'est le moment ou jamais, alors pas de faire une redite du CV, hein, bien évidemment, mais comme vous avez réussi à cibler les compétences que vous souhaitiez mettre en exergue, peut-être est-ce que c'est pas le moment, enfin c'est le moment d'ailleurs, de donner un exemple précis. Voilà, vous recherchez une personne qui réalise des PowerPoint en toute autonomie. Je l'ai déjà réalisé lorsque j'étais sur telle et telle entreprise à tel moment et j'étais en autonomie. Voilà. Donc ça peut faire partie voilà, dans la construction de votre argumentaire de deuxième point. Et puis le troisième point, vous avez regardé le profil qui était recherché sur l'offre d'emploi. N'hésitez pas à ajouter un ou deux soft skills. Je l'ai déjà fait dans la phrase d'avant, mais voilà, je suis autonome et je travaillais de manière autonome. Je suis autonome et rigoureux, ce qui me permet voilà, d'atteindre les objectifs qui m'étaient fixés. Donc, cet argumentaire, une fois que vous avez répondu à l'employeur lorsqu'il va, par exemple, vous poser la question quel est votre parcours professionnel ou alors parlez-moi de vous, vous avez le choix entre 2 possibilités pour le moment T. Donc, c'est le moment de parler de ses besoins en compensation, c'est le moment d'aborder votre situation de handicap, comment vous pouvez le faire. Donc, 2 choix.
Soit vous attendez que l'employeur vous pose directement la question parce que vous ne vous sentez pas en capacité de prendre l'initiative pour aborder le handicap. Vous pourrez le faire en y répondant, par exemple, s'il vous propose, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous avez des choses à ajouter, par exemple. Je vous invite à faire tout simplement, voilà, je n'ai pas de questions, mais je souhaite aborder avec vous ma situation de handicap. Et puis tout à l'heure, Laurie a commencé à m'en parler. Peut-être ajouter, voilà, je souhaite aborder le fait que j'ai une RQTH. C'est une situation de handicap invisible. J'aurais pu ne pas vous en parler aujourd'hui, mais je préfère jouer la carte de l'honnêteté. Alors, ça rejoint encore ce que Laurie a dit, mettre en place ce climat de confiance, en fait, être dans les échanges. D'ailleurs, Canel, ma collègue, vous verrez, ira aussi enfin, dans ce sens. On est là pour échanger. Hein. N'oubliez pas quand même que l'employeur aussi hein, est en recherche d'un profil et de compétences. Donc, vous avez des choses à aborder. Faites-le voilà, de manière le plus naturelle possible. Donc, la première chose, c'était la première possibilité était d'attendre que l'employeur vous sollicite. Sinon, mais moi je me positionne plutôt, enfin je vous propose de le faire aussi de cette façon-là. Vous venez de terminer votre argumentaire, donc vous avez parlé de vos compétences, de l'attrait pour l'entreprise ainsi que de vos soft skills. Peut-être laisser 2 secondes à l'employeur le temps qu'il prenne des notes et puis qu'il stocke un peu les informations. Et puis aborder avec lui directement cette situation de handicap en disant, par exemple, je souhaiterais ajouter ou si vous êtes d'accord, je souhaiterais aborder avec vous ma situation de handicap tout en reformulant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une situation de handicap invisible. J'aurais pu ne pas vous en parler, mais je préfère voilà, être honnête. Donc, si vous avez bien compris, on est en 2 temps et puis une fois qu'on a l'argumentaire. Je me suis permise d'ajouter quand même des exceptions parce que, alors, effectivement, dans la globalité, on travaille dans ce sens hein, chez Filmoco. Mais voilà, par exemple, si vous avez répondu à une offre et que vous êtes déjà accompagné avec des experts comme Cap Emploi ou bien Filmoco et qu'il a déjà été question de la situation de handicap, c'est le moment ou jamais hein, de peut-être proposer à dire à l'employeur tout simplement, est-ce que voilà, vous savez que j'ai une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, est-ce que vous souhaitez plus d'informations? Tout simplement, puisque de toute façon, il y aura déjà eu des experts qui seront intervenus en amont. La deuxième chose, je me suis basée sur un exemple qu'on a eu avec un profil donc d'une personne présentant un trouble du spectre de l'autisme qui était en grande difficulté pour répondre à un entretien téléphonique. Donc, comme vous le savez, hein, les entretiens d'embauche ont évolué. Aujourd'hui, on fait des entretiens en visio, on fait des entretiens téléphoniques. Bon, là, c'était très compliqué pour la personne. Donc, je l'ai incité à expliquer clairement hein, que c'était inhabituel pour lui, que c'était une situation qui le mettait en difficulté, mais il réaliserait cet entretien aujourd'hui, mais on pourrait compléter l'entretien de manière de vive voix et en présentiel. Voilà, on peut le faire de cette façon-là. Et puis la dernière chose, ce sont les nouvelles méthodes de recrutement par simulation, organisées notamment par France Travail, qui peuvent parfois être inadaptées à votre situation de handicap, par exemple, quand il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, etc. Peut-être l'informer vos conseillers. Donc, juste pour terminer donc, sur cette préparation et sur ce jour J et comment et quand en parler, je vous propose de ne pas hésiter à poser des questions pour conclure l'entretien, parce que de toute façon, ça plaira à l'employeur aussi, parce que ça montre encore une fois votre intérêt, de poser des questions sur le processus de recrutement. C'est dommage de partir sans avoir cette information. Et puis, pour les plus courageux, ne pas hésiter à poser la question sur est-ce que votre profil correspond à vos attentes. Et puis pour terminer, voilà, je vais laisser la parole à ma collègue Canel Kessler euh, pour prendre la troisième partie. Alors, bonjour à tous, on ne vous voit, on ne voit plus. Alors, ma collègue Laurie vous a abordé avec vous pourquoi parler de son handicap en entretien. Nathalie Camp, et maintenant on va voir donc le comment aborder sa situation de handicap en entretien.
Donc, la première recommandation, effectivement, pour approfondir un petit peu, ça va être l'importance de se préparer à l'entretien, mais aussi de bien se connaître. Donc, on avait déjà abordé avec Laurie sur le webinaire d'avant quels sont les questionnements pour apprendre à se connaître, etc., et quelle est l'importance. Donc, vous pourrez aller le voir en replay. Mais globalement, l'intérêt de tout ça, ça va vous permettre de pouvoir communiquer clairement vos besoins, mais aussi de réduire votre anxiété et celle aussi du recruteur. Donc, pour cela, il va falloir effectivement prendre conscience et comprendre vos besoins, vos forces et vos faiblesses. Et donc, pour vous orienter et préparer cet entretien, quelques questions peuvent vous guider. La première, ça va être quelles sont mes compétences clés, quelles sont les tâches que je peux accomplir sans difficulté, quelles sont celles qui peuvent être plus ardues pour moi en raison de mon handicap et quels sont mes besoins de compensation. Donc, ces questions pourront vous aider à préparer, à orienter l'entretien. Si on prend un exemple un petit peu plus concret, donc par exemple Monsieur M, donc ce monsieur présente un trouble du spectre autistique, il souhaite être inséré sur un poste de technicien informatique. Donc, il présente, comme Nathalie l'a expliqué tout à l'heure, des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire. Donc, il a un diplôme, il a des compétences en informatique. C'est quelqu'un de rigoureux, de ponctuel, d'organisé. Au niveau des missions, des tâches, il a visé un poste qui lui correspondait bien, puisqu'il souhaitait un poste d'exécutant. Euh, Au niveau des difficultés, donc ce monsieur, il décrivait que prendre des initiatives était source d'anxiété pour lui, mais également travailler en équipe était difficile, coûteux en termes d'énergie. La communication avec les autres était parfois cash, sans filtre, et la compréhension des consignes pouvait être floue pour monsieur. Donc, au niveau des besoins, il exprimait donc le besoin d'avoir un poste d'exécutant. C'est pour ça qu'il s'est dirigé vers ce poste-là, mais également de minimiser les échanges sociaux, donc de pouvoir prendre ses pauses seul, euh, afin de pouvoir se ressourcer et retourner en équipe par la suite. Il souhaitait également que l'équipe soit informée de sa situation de handicap, afin qu'il puisse comprendre aussi ses difficultés, notamment de communication et d'avoir des consignes explicites données à l'écrit en début de journée afin de pouvoir programmer l'ensemble de sa journée. Donc, on sait que cette étape peut être difficile puisque ça nécessite effectivement de la préparation, que ça peut prendre aussi du temps. En tout cas, sachez que vous pouvez également rencontrer des professionnels de l'emploi ou des professionnels spécialisés dans le handicap et qui pourront vous aider. Donc, par exemple, les conseillères professionnelles de proximité, comme Nathalie, ou d'insertion professionnelle, qui pourront vous aider donc à identifier vos compétences, votre projet, si le projet est adapté aussi à votre profil, à votre situation de handicap, si c'est réalisable, mais également des psychologues spécialisés en neuropsychologie, qui vont vous permettre finalement d'identifier, de préciser votre situation de handicap cognitif ou bien vos moyens de compensation. La seconde recommandation qu'on a à vous faire, ça va être aussi d'aborder vos qualités, vos points forts et d'utiliser un langage positif. C'est vrai que lorsqu'on aborde sa situation de handicap, il peut être tentant de se concentrer uniquement sur les défis et les limitations. De la même façon, on peut avoir aussi tendance à utiliser un langage négatif pour décrire la situation de handicap, mais néanmoins, ça risque d'influencer négativement la perception de l'employeur et le langage négatif, il va mettre l'accent sur les limitations plutôt que sur les solutions. Et ça, c'est pas ce qu'on souhaite, c'est pas ce qu'on veut. Et les employeurs préfèrent finalement entendre comment le candidat surmonte ses difficultés plutôt que ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, par exemple, je ne peux pas ou plus travailler à 35 heures, je n'aime pas trop travailler en équipe, je ne peux pas travailler plus de 3 heures d'affilée, je ne retiens pas tout, donc je dois noter les consignes. Il y a trop de choses à retenir, vous pouvez me montrer ce que je dois faire et je le ferai seule par la suite.
Donc ces phrases-là, on peut les transformer en phrases positives. J'ai besoin de travailler à temps partiel pour exprimer tout mon potentiel. J'aime bien travailler seule. J'ai besoin d'une pause de 5 minutes toutes les heures pour être plus efficace. J'ai besoin qu'on note les consignes par écrit. J'ai besoin que l'on me montre les tâches à réaliser pour être efficace. De la même façon, ce n'est pas toujours facile de trouver des formulations positives. Donc, pour vous aider, vous pouvez vous demander quelles sont les conséquences positives du moyen de compensation sur mon fonctionnement ou bien sur mon efficacité. Donc, par exemple, pour le monsieur de tout à l'heure, avoir un temps de pause seul lui permet de se ressourcer et d'être à l'aise en équipe le restant de la journée. Donc, il peut dire, afin de me ressourcer et d'être à l'aise en équipe, j'ai besoin de prendre mes temps de pause seul. Euh, donc, enfin, on va également vous recommander d'aborder vos stratégies et vos solutions. N'oubliez pas que l'expert, c'est vous. Nous, on peut vous aider à aller sur les bonnes pistes, à vous aider à vous questionner, mais c'est vous qui vivez votre situation de handicap et qui avez toutes les informations. Vous avez également sans doute des stratégies au quotidien qui sont parfois transférables aussi dans le milieu professionnel. Donc, n'hésitez pas à les aborder. Ça va également montrer votre professionnalisme, votre capacité à gérer votre handicap de façon proactive et ça va montrer également à l'employeur que vous êtes quelqu'un de réfléchi et d'organisé. Par exemple, j'ai un handicap cognitif qui peut affecter ma mémoire à court terme, mais j'ai mis en place des stratégies pour compenser, comme par exemple prendre des notes pendant les réunions. Euh, on voulait également voir avec vous la gestion des questions délicates, parce que c'est souvent aussi ce qui revient. Donc, il y a la question du trou sur le CV. Pouvez-vous m'en dire plus sur l'inactivité professionnelle de la période X à la période Y, les changements multiples de poste, de formation et les questions personnelles. Donc, globalement, il en existe d'autres, hein. Chacun est à l'aise plus ou moins avec certaines questions. Les idées à retenir, c'est que déjà, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions posées. Euh, il va être donc essentiel dans un premier temps, comme l'a dit tout à l'heure Laurie, de connaître ses droits en matière de handicap, les lois qui protègent les travailleurs en situation de handicap. Ça va vous permettre légitimement de ne pas répondre à certaines questions, mais aussi de vous défendre si jamais vous êtes confronté à une situation de discrimination. Dans un second temps, ça va être aussi important de pouvoir et de savoir dire non quand la question n'est pas adaptée ou quand la question ne vous met pas à l'aise. Et pour cela, il existe effectivement des techniques d'affirmation de soi qui pourraient vous aider. Donc, on va prendre l'exemple d'une question. Que faites-vous de votre temps libre? Imaginons que cette question, vous n'êtes pas à l'aise avec parce qu'elle est personnelle. Vous pouvez utiliser la technique du brouillard. Ça consiste tout simplement à rester flou. Donc, par exemple, là, de répondre, je fais plein de choses différentes. Ça permet à la fois de finalement de fournir une réponse, mais aussi de ne pas vraiment répondre puisque ça reste assez large. Vous pouvez également répondre non. Donc, le mode d'emploi du non, ça va être déjà de commencer, de dire non dès le début de la phrase, donc de commencer par le non, de faire des phrases courtes, claires, simples et d'éviter les justifications qui sont en réalité pas forcément utiles. Donc, pour la question que faites-vous de votre temps libre ou une autre question personnelle qui ne vous correspondrait pas, vous pouvez répondre non, je ne suis pas à l'aise avec les questions personnelles. Déjà, avec cette formulation-là, un nom plus une phrase courte, simple, claire, vous avez 80% d'efficacité. Si jamais la personne insiste, vous pouvez ajouter au nom de la compréhension. Donc, par exemple, non, je comprends que ce soit important pour vous, mais je ne suis pas à l'aise avec les questions personnelles. Là, vous allez avoir 90% d'efficacité. Enfin, si la personne insiste encore, vous pouvez lui manifester, donc manifester votre ressenti. Cela me gêne que vous insistiez. Bon, de la même façon, si vous arrivez à la troisième étape, ça vous donne aussi des informations sur la façon de communiquer de la personne. Et après, c'est à vous de voir si ça vous convient ou pas. Un dernier point qui nous paraissait important, c'était d'être ouvert à la discussion. Parce que être ouvert à la discussion et à la collaboration avec l'employeur, ça va être un atout.
La communication ouverte, elle est essentielle pour trouver des solutions d'adaptation qui vont fonctionner pour vous, mais aussi pour eux, donc pour toutes les parties. On comprend, et c'est souvent le cas, il y a souvent des expériences qui ont été déplaisantes ou difficiles pour les personnes, mais ici, le but, ça va être de travailler en collaboration et avec bienveillance. Et en ce sens, il n'est pas nécessaire de se montrer méfiant envers cette nouvelle personne, ce nouvel employeur. Très bien, donc comme vous l'aurez compris, en conclusion, pour aborder son handicap en entretien d'embauche nécessite d'y être préparé, de s'être préparé, de bien se connaître, de parler ouvertement de ses besoins en compensation, euh, et puis en vous connaissant et en formulant vos besoins de manière positive, vous montrez votre professionnalisme et votre capacité à gérer votre handicap de manière efficace. Rappelez-vous que vous avez le droit à un traitement équitable et que votre handicap ne devrait pas être un obstacle à votre succès professionnel. Voilà, nous en avons terminé aujourd'hui. Le prochain webinaire aura lieu au mois de juin. Il traitera de l'ergonomie cognitive, hein, tout ce qui est adaptation de poste. Et nous vous attendons nombreux. Merci. Bon après-midi. Au revoir.